Mesdames et messieurs, nous voici de retour pour le 144e épisode du Weekend AB Show. Après un long moment d'absence, on était de retour la semaine dernière. Et là, on est de retour, lundi 18h comme d'hab. Mika, comment tu vas? Bah écoute, hein, ça va et toi? Ça va, un petit peu déçu en ce lundi. On aurait voulu avoir un nouveau champion chez les poids lourds. Mais malheureusement, ça s'est passé d'une manière vraiment improbable, Mika. On va revenir sur tout ça, on va revenir sur l'actualité. Et il y aura un crousty, ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de crousty. Mhm. Forcément, vous allez attendre la fin de l'épisode, mais ça va être Ouais, un crousty. Comment? c'est quoi? Préviens-moi, bon, quand même, parce que t'arrives, tu vas sortir le croustille. Ne vous inquiétez pas, c'est un crousty. Il sera en fin d'épisode. On va y aller crescendo. Installez-vous confortablement. Abonnez-vous surtout et on démarre juste après l'intro. Let's Mika, go. on va y aller crescendo. On a eu l'UFC 321, Cyril Gane vs, Thomas Pinal contre Cyril Gane pour la première défense, on va dire, officielle du titre. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur la Fight Week, sur tout ce qui s'est passé. Toi, t'as montré ton soutien indéniable, comme pas mal de fans français, de supporters français, envers Cyril. Mais moi, de même, hein, j'ai envie de te dire, et on l'a bien senti quand même, Cyril, durant cette Fight Week. Durant cette Fight Week, excusez-moi. Ouais, bah, je sais pas, je te laisse commencer. Oui, tu veux que je commence? Non, je sais que tu disais qu'en gros qu'il avait eu la bonne attitude, que tu le sentais bien, la manière dont il a su, on va dire, se mettre un petit peu le public dans la poche. C'est bien toi qui le disais, je crois que sur... J'ai trouvé réellement qu'en termes de communication, de tout ce qui s'est passé, tu vois, l'aura qu'il y a eu autour de lui fait qu'on avait un Cyril Gane qui a jamais été aussi serein, confiant dans sa manière de transparaître et même en communication aussi pertinent. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Quand on disait que parfois c'était important de communiquer, parce que qu'il le veuille ou non, en fait, il combat plus que pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, il a compris la dimension que bah, il combattait pour la France et que derrière, bah, forcément, ça crée des attentes. Et en fait, il a gagné le premier combat avant tout le reste, c'est qu'il a tellement montré qu'il a travaillé dur que quelle que soit la performance qu'il aurait pu faire dans la cage, on aurait dit ok, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Que ce qu'il avait pu montrer malheureusement quand il avait affronté John Jones, bah même si c'est la même personne, il n'a pas changé. Mais la légèreté avec laquelle il a pris la chose, la manière dont il communiquait autour de ce combat, le fait de le voir jouer à la PlayStation et tout, ça a montré une sorte, même si c'est peut-être ce qu'il a fait durant cette Fight Week, mais ils l'ont pas montré, et en fait, ça avait montré une forme de légèreté dans la manière dont il a pris le combat. Et c'est pour ça que derrière, les critiques, elles ont été aussi virulentes. mhm, Et je trouve qu'il a appris de ça et que, en tout cas, quoi qu'il arrive, il nous a montré qu'il avait fait, qu'il avait travaillé dur pour faire une belle performance. Donc, à partir de là, le combat, il était, entre guillemets, pour le cœur français, gagné. Dans le sens ouais. où, bah, après, il combat, il perd ou il gagne. J'ai envie de te dire, c'est la dure loi du sport. Il affronte à chaque fois le numéro un mondial. Que tu veux faire? Ouais. Je Ça, te... je ouais. te parle sur la Fight Week. Tu vois, même le fait de s'habiller dans la tenue traditionnelle du pays, c'est archi bien joué. Franchement, je trouve que vraiment, il a été Aura au-dessus. plus plus. Ouais, vraiment, il a vraiment été bon. Ouais, bah écoute, je te rejoins. C'est vrai qu'avec John Jones, puis même la manière dont on avait vu le coup de down, le training camp, on le voyait, il avait quasiment aucun poids lourd. Il avait réglé une touche, mais qui était aux alentours de 80-90 kilos. Il y avait un combattant marocain du Glory qui était lui à pas plus de 90 kilos. Là, clairement, c'était pas du tout pareil. Même la communication, même si c'était un peu sa communication, le bon gamin qui joue un peu à la play, qu'on voyait danser, là, ils sont entourés d'une dizaine de poids lourds. Et puis même, à un moment donné, sur une de ses publications, tu vois qu'ils sont à la fin du training camp et ils se tiennent peut-être tous par l'épaule. Il y a Fernando Lopez qui leur dit quelques mots. Tu vois que là, c'était vraiment une dynamique vraiment différente. Après, concernant la Fight Week, pareil, j'ai trouvé un Cyril Gane, en fait, comme à son habitude, hein, décontracté, on va dire, tu sais, serein. Et forcément, je pense que le training camp, il a tellement été peut-être dur et intense. Ils se sont tellement investis que forcément, tu sais, ce qu'on peut voir en tout cas du langage corporel, ça peut être que de la confiance. Moi, maintenant, pour moi, du côté de Thomas Pinal, c'était complètement l'opposé.
entre la communication de son père qui dit, je crois que c'est à Thomas Desson de RMC qui dit que lui, il aimerait pas que, enfin, dans son idéal, ce serait que Thomas Pinal ne poursuive pas avec l'UFC, mais plutôt aille en boxe anglaise, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Une sortie médiatique de Thomas Pinal qui dit que s'il devrait affronter Ante Delija, c'est son partenaire d'entraînement, bah, qui préfère laisser la ceinture et ne pas l'affronter. Derrière, t'as Dana White qui dit que ça, c'est complètement ridicule. Ah, pour moi, ouais, pour moi, il a vraiment perdu des points sur cette fight week-là, Thomas Pinal. Et franchement, je comprends vraiment pas comment on peut dire ce genre de déclaration-là, surtout quand on a eu des exemples comme Ngannou qui ont eu qui a eu peut-être des bras de fer avec l'UFC. Et je trouve que c'était vraiment pas stratégique de leur part. Surtout que Thomas Pinal, ben, est-ce que c'est un gros vendeur? C'est pas un gros trash talker? Il parle uniquement avec ses performances. Bon, ces dernières années, il a quand même changé, on va dire, sa manière de communiquer. Il est beaucoup sur YouTube, il se montre beaucoup plus. Il a été taquin envers John Jones. Mais en tout cas, voilà, pour moi, cette fight-là, elle était vraiment en faveur de Cyril. Et voilà, toutes les idoles étaient alignées pour Cyril. Maintenant, Mika, on arrive sur l'analyse du combat. Qu'est-ce que t'en as pensé? Même si je pense qu'on est du même avis. Ouais, ben, en tout cas pour Aspinal, pour revenir à Aspinal, ben, en fait on a un Aspinal qui renoue avec la communication, comme tu l'as dit, qu'il a pu avoir à un moment donné, même quand il était à l'UFC, il gagnait les combats et il disait non, pour le moment je ne veux pas affronter le top 10, non, pour le moment je prends mon temps, etc., etc. Et ensuite on a eu un Aspinal un peu changeant qui a pris confiance en lui. Et c'est vrai que dans cette fight week, on peut me dire ce qu'on veut, même si c'est du non palpable, entre guillemets, dans le sens où c'était dans la cage la vérité du combat. Je l'ai jamais senti hyper serein. Je l'ai senti vraiment passer à travers sa fight week. Et comme tu le dis, vraiment, avant le combat, on avait clairement un 0 pour Cyril Gane. Et ce qui est ouf, c'est que avant le combat, vraiment, je pensais que c'était ce qui allait faire la différence sur le combat. Je le disais, c'était vraiment la supériorité technique. Et à la fin de cette fight week, j'ai tellement senti Gane monter en puissance que je disais, grosso modo, maintenant c'est 50-50. Ouais. Mais vraiment, je l'ai pensé, tu vois, même si voilà, sur le bagage technique, j'ai un Spinal qui est devant sur l'Arsenal MMA. Avant le combat, quand je voyais les deux combattants, je dis, OK, on est revenu à 50-50 parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et je sais qu'un combat, c'est difficile de le gagner durant la fight week, mais tu peux le perdre durant la fight week. Et ça, faut le garder en tête. Et je trouve que, en tout cas, Gagne, il a vraiment fait le truc parfait. Et après, on revient sur le combat, mais même l'UFC, les mots qu'ils ont eu pour lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des mots doux pour Cyril Gane à l'UFC. Donc, non, je pense qu'il a gagné le respect. Ouais. Vraiment. Bah, clairement, Mika, et en gros, pour parler du combat, malheureusement, un combat qui se déroule, on va dire, à merveille pour Cyril. Pas non plus à merveille. Après, pour moi, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. En fait, Thomas Pinal, il a une moyenne de 2 minutes 30 par combat de temps de cage. Là, on va dire, c'est la première fois, enfin, pas vraiment la première fois, mais qu'on voyait, on va dire, de l'adversité. Ça veut dire que les gens, ils confondent un petit peu domination et combat équilibré. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'intensité, comme tu l'as dit en off sur le premier round, bah, sur les 4 minutes qu'on a pu voir. Il y a eu du defense takedown du côté de Cyril, mais par contre, il y a aussi eu des bonnes choses du côté d'Aspinal. Et en fait, je trouve que là, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, il y a un petit peu trop d'émotions dans ce qu'on dit. Il n'y a pas une surdomination de Cyril. Il n'y a pas une surdomination d'Aspinal. Mais en tout cas, ça allait du bon sens. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de voir Aspinal, on va dire, dominer dès les premiers échanges, faire tomber les adversaires. Sur son takedown offensif, il était à 100%, mais bon, après, je crois qu'il a changé de niveau une fois avec Arlovski et une fois avec Volkov. Sinon, en fait, tout le reste, bah, il tombait sur ses frappes. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas une surdomination de Cyril, pas une surdomination d'Aspinal. C'était un combat équilibré. Et forcément, bah, vu qu'Aspinal, il écoute rapidement les combats, bah, là, on voyait que le temps, il est coulé. Bah, indirectement, même peut-être psychologiquement, on allait plus en faveur de Cyril. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même un combat assez équilibré. Ça se rendait coup pour coup. Et en tout cas, surtout, c'était un combat de très haut niveau, surtout dans cette catégorie-là, quoi. C'était un combat de très grosse intensité. Vraiment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un combat de très haute intensité. Et au-delà du déroulé de la physionomie du combat, ma question, c'était de savoir qui allait craquer en premier. Je ne sais pas si on se rend compte du volume et de l'intensité du combat, mais c'était ouf. Après, clairement, moi, à la fin de ce round, j'ai quand même un Cyril qui est, selon moi, légèrement devant et qui prend le round 19. Plus de frappes nettes, significatives. J'ai un travail en boxe qui fait plus efficience.
Maintenant, j'ai un Spinal qui cherche petit à petit sa distance, qui arrive à trouver une distance qu'à travers ses coups de pied. Il a beaucoup de mal à cadrer Cyril Gane. On a un Gane qui s'est mis en gaucher, qui n'est pas sa garde naturelle, un peu comme Ankalaev l'a fait avec Pereira, et ça a complètement fait déjouer, comment dirais-je, Aspinal. Et je pense que même sur sa lutte, c'est ça qui l'a perturbé beaucoup, c'est ses entrées. Il n'était pas préparé à avoir une jambe avant dans une position inverse, et ça, j'ai trouvé ça intelligent. Et après, on avait aussi peut-être un Gann qui commençait déjà à réfléchir sur la longueur du combat parce qu'on l'a vu rebaisser les mains en milieu de round. On l'a vu tenter de se, on va dire, peut-être de se préserver un peu, mais on a un Spinal qui mettait quand même un gros rush. Il faut avoir conscience de ça. Et si vous regardez ensuite jusqu'au moment qui fait basculer le combat sur un no contest, au moment où Gann met sa main en retrait, il me semble que c'est une jambe plus sa main comme ça en opposition. Aspinal touche quasiment pointe du menton. En bout de course, mais il touche pointe du menton si vous regardez bien. Donc l'un et l'autre se sont montrés super dangereux. Léger avantage à Gann. Et après, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. On aboutit à un no contest alors que Mhm. clairement on partait sur un combat qui, à la vue de ce combat, si Gann arrivait à faire ça tout au long du combat, il gagnait. Par contre, la question c'est de savoir est-ce qu'il aurait pu faire ça? Est-ce que Aspinal n'aurait pas changé de stratégie? Maintenant, clairement, j'ai trouvé que Gann était bien rentré dans son combat. Cette droite en début de combat en ligne qui fait saigner Aspinal, je pense qu'elle a aussi fait beaucoup dans le combat, c'est-à-dire qu'Aspinal, tout de suite, il s'est heurté et il a dit ok, ça va être dur. Je pense qu'il a très vite compris que ça allait être dur. Mais comme tu le dis, je pense que malheureusement, hein, on ne peut pas tirer des conclusions non plus trop hâtives en disant que le combat serait déroulé comme ça sur 5 rounds. Mais la chose positive, c'est que si ça avait été en sens inverse, c'est-à-dire que c'est Aspinal qui avait dominé le premier round, je serais trop dégoûté. Alors que là, c'est quand même Gann qui domine et qui gagne ce premier round. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et quelque part, il a montré que Gann, au premier round, il est quasiment injouable quand il se déplace de ouf et tout. Et que son niveau striking d'élite, c'est vraiment un niveau striking d'élite. Vraiment, vraiment, c'est Ouais, incroyable. on est d'accord, hein. En tout cas, sur les statistiques, on avait 40 frappes pour Cyril, 39 pour Aspinal. Et en gros, sur les frappes significatives, tu as 30 frappes qui passent sur 40 pour Cyril et 27 sur 39 qui passent pour Aspinal. Et donc, c'est vrai que je dis que c'était quand même assez équilibré. C'était Ah, assez équilibré, il y a eu beaucoup d'intensité. Après, maintenant, bon, ça va être plus de la Après, spéculation. Ouais. dis-moi si tu vois, mais en fait, c'est aussi, je pense, pourquoi on pense plus à une domination de Gann, c'est que Gann, il touche avec ses poings, alors qu'Aspinal, il touche avec ses jambes. Et il touche Et en aussi fait, ses points quand même, Aspinal, hein. ouais, C'est bien un- sûr, il a touché, mais les frappes les plus nettes, elles sont quand même en anglaise avec Cyril. De ce que. Après, une qualité, c'est aussi quoi? C'est qu'on n'a pas l'habitude de voir Aspinall se faire toucher. Tu Ouf. vois, donc ça envoie un gros message. Et j'ai oublié ce que tu m'as coupé la parole. Ah, En plus, désolé, je suis désolé. on m'a reproché de te couper la parole. Donc Ouais, désolé, donc je te laisse bien développer. Mais ouais, mais du coup, j'ai un trou de mémoire malheureusement. Mais en tout cas, voilà. C'est un combat équilibré. ouf. Maintenant, en termes d'intensité, bon, ça va peut-être être plus de la spéculation. Mais pour moi, s'il y avait un des deux qui allait craquer, je pense que ça aurait été plus du côté d'Aspinal. Parce que même à un moment donné, tu sais, j'ai mis un arrêt sur image. Au bout de 2 minutes 30, je te jure qu'il lève les yeux vers le haut pour regarder le temps sur le grand écran. Il a mis beaucoup d'intensité alors qu'il n'en avait jamais mis auparavant. Et même son combat qui a duré, on va dire, le plus longtemps, mis à part celui d'Arlovski, c'était contre Volkov. Mais il était quand même assez posé. Il arrivait à cadrer, à casser la distance, à changer de niveau, etc. Là, il a mis du volume. Il a envoyé des middle, il en a envoyé plusieurs fois. Je crois qu'il a même tenté des high kicks. C'est des gars de 120 kilos, donc forcément, il y a beaucoup d'énergie lorsqu'on envoie une jambe. Et alors que Cyril, lui, en tout cas, dans ce qu'il a dit après le combat, c'était que c'était un peu prévu de mettre beaucoup d'intensité et ensuite on va dire de réduire tout ça et peut-être de chercher un petit peu plus à temporiser le combat. Mais effectivement, la garde en gaucher, je pense que ça a perdu beaucoup à Spinal parce que le fait de changer de niveau, faut recalculer la distance, c'est une autre manière de rentrer. Mais en tout cas, en termes d'entame de combat, l'homme au sol, enfin la tentative d'homme au sol, la manière dont elle est bloquée, il met le barrage avec les hanches, il se fait pas contrôler contre la cage, il arrive à reprendre le centre. Le jab, la vitesse à laquelle il part, non, franchement, on a vu un Cyril Gane vraiment bien préparé. Et après, évidemment, le A-Poke, j'ai envie de dire, c'est un petit peu parfois une réaction naturelle lorsqu'on veut repousser un adversaire
ou même lorsqu'on envoie une jambe. Donc, certes, c'est pas intentionnel, mais c'est. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ça fait partie du MMA, tu vois? Par contre, ouais, je trouve que, en plus, franchement, quand tu vois le nombre de mecs qui disent en gros, ils sont tous à dire John Jones, le GOAT pour beaucoup, beaucoup de personnes, le GOAT absolu en MMA, c'est John Jones. Et moi, je peux l'entendre, hein. Mhm. J'ai du mal avec ça à cause du dopage et c'est toujours ma position. Mais en termes de technique, de ce qu'il a proposé dans la cage, etc., c'est vraiment le GOAT. Les gars, si on est un peu honnête 2 secondes, vous dites parce que je les vois, les critiques assez dures vis-à-vis de Cyril. Vous regardez les combats de John Jones, il n'y a pas un combat qu'il fait sans mettre les mains et les doigts en avant. C'est-à-dire que John Jones, il combat comme ça. C'est même pas genre comme ça, hein. C'est comme ça. Alors que Gagne, il est sur un middle, il met sa main en opposition. C'est classique du coup en boxe taille, c'est-à-dire que vous mettez le coup de pied derrière, vous mettez votre main pour garder votre adversaire à distance. Comment lui en vouloir? C'est involontaire. Maintenant, Maintenant, ce qui est sûr, et je suis d'accord avec vous, oui, d'accord, il est responsable de ce qui s'est passé. Si c'est ça que vous voulez entendre, oui, c'est lui qui l'a fait. Non, mais c'est lui qui a mis les doigts dans les yeux. Maintenant, la réalité, on peut archi pas lui en vouloir. Franchement, celui qui dit ça, c'est pas vrai. C'est la technique, comme tu le dis, qui est comme ça. Bah, malheureusement, ça touche les yeux d'Aspinal. Oui, c'est lui qui a fait qui a fait le geste, mais il n'y avait aucune intention de le faire et c'est de la malchance plus plus. Franchement, c'est de la malchance Ouais. plus plus. Et, Je pense qu'on ne peut ouais. pas lui en faire rigueur. Vraiment. Et bah, tu vois, même moi, franchement, j'essaie vraiment d'être rationnel. Le doigt dans l'œil, après, il y a que Aspinal qui, voilà, qui sait la vérité, qui sait ce qui s'est passé, si vraiment il avait vision trouble, une tache dans l'œil, etc. Mais tu vois, par exemple, quand tu regardes le combat de Léon Edwards contre Belal Mohamed, le premier combat, il y a un époque, mais il est vraiment violent. Tu vois le ralenti, tu vois que il y a eu de la profondeur dans l'époque. Quand tu regardes le combat de Cormier contre Miocic 3, pareil, le Epoch, il a carrément fait changer tu sais, l'œil de Cormier à la fin du combat. Il a continué le combat. Il y a eu plusieurs époques. Même Cyril Gane, il s'est pris un époque face à Derrick Lewis. Après, est-ce qu'il a triché? Non, ça fait partie du jeu. C'est comme lorsqu'on se prend un coup dans les parties, on a 5 minutes pour récupérer. Et même si la frappe, elle n'est pas violente, bah, on peut jouer sur les règles. C'est pas tricher, ça fait partie des règles du jeu. Après, je pense qu'il y a un fait de combat, c'est qu'il est touché au nez, il saigne, et moi, origine nasale, donc tout ça, je pense que ça perdure un petit peu. Surtout si on n'a jamais été habitué à ce genre de choses-là. Tu dois peut-être sentir le goût du sang, peut-être qu'il a eu, je sais pas, un petit peu de mal à respirer, on sait pas. Là, on n'a pas eu de verdict jusqu'à présent. Mais moi, pour être très honnête, peut-être qu'on va un petit peu me tomber dessus, je ne prends pas le parti de Thomas Pinal, mais stratégiquement, c'est bien joué de sa part et c'était intelligent de sa part. Parce que si il avait été peut-être un petit peu trop émotif ou un petit peu trop d'orgueil, il aurait peut-être pu reprendre le combat, mais voilà. Derrière, c'est peut-être lui qui aurait perdu la ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est quand même sur un titre mondial des poids lourds, c'est pas rien, c'est le Graal. Après, voilà, c'est malheureux. Mon côté, on va dire, Chauvin, il dirait que oui, il aurait pu reprendre le combat. Oui, il a eu une issue de secours, mais très honnêtement, pour moi, ça a été stratégique de sa part. Euh, je pense qu'un Cyril, il fait partie des combattants qui ont un style qu'on peut lire une fois qu'on l'a face à nous, tu vois. Durant toute la préparation, et même Francis, il avait fait la même chose, ils avaient fait appel à Rico Verhoeven, tu sais, le champion du Glory là, chez les poids lourds. Mais pour moi, t'as beau ramener le meilleur striker de la planète, il n'a pas le style de Cyril. C'est du K1, c'est très statique. Cyril, il a ce truc que les poids lourds n'ont pas, tu vois. Donc il a pu lire, on va dire, vas-y, même si c'est 4 minutes, il a pu lire en tout cas le style de Cyril Gane. Et je pense qu'ils feront vraiment les ajustements nécessaires pour, en tout cas, s'il y a rematch, et je pense qu'il y aura rematch. Après, voilà, effectivement, c'est très frustrant pour Cyril. Il a clairement dit qu'il a fait la prépa de sa vie, qu'il s'est isolé pendant 3 mois, il n'a pas vu sa famille, sa femme, ses filles. Ouais, c'est chiant, franchement, c'est chiant. Et il faut dire en plus qu'il y a eu que deux no contest, Mika, pour un titre, pour un championnat. C'était bah, le deuxième, c'est Cyril Gane contre Thomas Pinal, pour te dire que c'est quasiment jamais arrivé. Et le premier, c'était John Jones contre Cormier. Mais je crois que c'est une transformation, hein. Ouais, Les deux. ça a été jusqu'au bout. Ouais, Ensuite, il y a eu un non-contest à cause du. Mais tu vois, c'est pour dire que c'est jamais arrivé, mais c'est. Franchement, c'était un scénario improbable, mais bon. C'est malheureux ouais. et. Factory, pour pas dire Lopez, ils sont franchement maudits, c'est pas possible, je te Non, jure. mais c'est. Là, tu vois, j'avais vraiment le sentiment, c'est le sentiment que ça donnait,
qu'il y avait un momentum pour le Factory. Et même si tu vas me prendre pour un fou, je pense que la victoire de Zebo a participé à cet élan. Parce que Zebo était, on va dire, moins fort techniquement que Baki. Et pourtant, il a prouvé qu'avec le mental et le petit plus qu'on ignorait, il a réussi à Le gagner et petit faire plus, ses c'est la résilience, le cardio, la technique. oui, avec le petit plus qu'on ignorait. Il a réussi à passer outre la différence technique. Il y a eu le momentum pour lui, il a gagné. Et en fait, ça a mis le Factory sur l'échelle hexagonale au direct. Et donc, il y avait ce momentum aussi où on s'est dit, bah, en fait, à une proportion gardée, attention, hein, je ne compare pas du tout les niveaux, mais on s'est dit, Gann aussi, peut-être il est légèrement en dessous Mais il y a un truc, il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? L'air de rien, ça a insufflé une dynamique. Donc ça, c'est la première chose. Et après, bon, il arrive ce qu'il arrive, et je me dis, ouais, c'est pas possible, ils sont maudits. Quatre titres, et là, c'est la pire des pires de Bah, parvenir avec. ça dépend après comment est-ce qu'on voit. Ça reste quand même 4 titres, 4 chances au titre mondial, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à Non, mais présent. Tu bah, vois? exactement. Les meilleurs, bah, la seule qui a pu avoir une chance, c'est Manon à l'heure Ah des non, champions ouais. et Nassourdine prochainement. On l'espère. Exactement, mais quatre chances, c'est déjà énorme. Pour le titre, après, encore une fois, on est dans une catégorie un peu particulière qui fait que les poids lourds, bah voilà. Et puis la règle. Non, ça, Mika, je suis pas Non, mais, d'accord. Non, je suis attends, pas. Mais non, mais pourquoi est-ce non, que je suis pas d'accord? On a eu non, combien de mais, poids bah, lourds en France? On a eu Cheikh oui, Congo. Il non, a mais jamais été attends, au titre. je t'ai On pas a dit que eu c'est toi. Cyril Asker, un combattant du Laisse Sud. pas Pareil, lui, finir. il a pas fait long. Laisse Non, pas mais. finir. Me dis pas que la KT des plus Bah. de 93 kilos à l'UFC, il y a un niveau d'adversité aussi dur Ouais, qu'à mais il 70. faut l'avoir, l'adversité, pour monter les échelons. Non, mais je suis d'accord et c'est ce que je t'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cyril Gane il est tellement fort que c'est le numéro un. Il n'y a personne qui peut le détrôner. Et donc, c'est normal, entre guillemets, qu'il se fasse, qu'il affronte quatre Non, fois. mais en gros, les champions, ça n'a jamais été des merguez. On a eu Miocic, on a Non, eu non, mais Cormier, on a eu je Ken parle pas. Velasquez, on a eu John Jones. Et tu veux que je te Moi, dise, j'ai du mal à entendre ça, honnêtement. Je je peux pense que comprendre. Ouais. tu mets le mieux teach qu'on a eu contre John Jones face à Cyril Gane. Peu Cyril, il importe, repart je te avec la parle. ceinture. Non, mais je te parle d'un Miocic qu'on a eu au top à un moment donné, qui a eu le plus de défense de titres chez les poids lourds. Moi, je te parle du niveau d'adversité, je te parle pas du niveau du champion. C'est plus facile d'avoir quatre titres chez les poids lourds que quatre fois sa chance au titre dans une KT Bah, où il y a faut un être niveau. fort. Mais oui, mais même en termes de niveau d'adversité, ça toque à la porte dans tous les Regarde, sens. Mika, Curtis Blade, ça fait combien d'années qu'il est dans le top 5? Il a Ouais. jamais eu quasiment de chance au titre. Pourtant, il en a éteint des gars, tu vois. Donc, j'entends, mais bon, j'ai du mal à la. Je sais pas. Ah, Parce que mais pour ça, tu moi. fais Non, c'est pas ta paroisse des poids lourds. Mais en non, fait, mais non, je te jure, c'est pas ça. C'est que regarde, Cyril, il perd contre Francis, il perd contre John Jones. Mais regarde en non, mais fait ne le me parle pas de boulevard qu'il y a Cyril. entre eux et je te Ben, parle c'est même ça que je de. t'explique. Et les autres. Ben, c'est ça que... Ben, je suis d'accord avec Non, toi. mais en gros, Regarde il a le. réussi il a réussi à se différencier. C'est comme si, en fait, demain, t'enlevais du Non, crédit mais toi, à John Jones moi, ou c'est. à Cormier à une époque où il survolait la catégorie des 93 kilos. Je te jure, tu comprends pas ce que je te dis. Je te dis, c'est pas. Là, je te parle pas de Cyril, je te parle de la KT des poids lourds. Oui. L'écart de niveau entre le numéro un, le champion, elle est tellement grande avec ce qui se passe derrière que c'est normal aujourd'hui qu'on ait un Cyril qui ait quatre fois sa chance au titre. Maintenant, ce niveau-là, cette distorsion de niveau entre le numéro un et le numéro 2, tu l'as moins dans les KT où il y a un niveau d'adversité de ouf. C'est-à-dire qu'en 70 kilos, avant qu'il y ait une vraie différence avec le champion, il faut aller au 3 ou quatrième rang. C'est ça que j'explique. Oh, mais faut se faire Mais son chemin. Tu vois ce que je veux dire? mais bien sûr, mais je. Et après, pour revenir sur Aspinal. Aspinal, je pense que clairement, il prend une décision dans un contexte. Ça veut dire qu'au moment où il a le doigt dans l'œil, je suis quasi sûr que si il ultra domine la personne qui est en face de lui, il reprend le combat. Ça, c'est mon avis, mon intime conviction. C'est-à-dire que je dis pas qu'il n'est pas en mesure de reprendre le combat, je dis pas que le doigt dans l'œil ne l'a pas affecté ou n'a pas affecté sa vision. Ce que je dis, c'est que si il domine le combat de manière outrageuse ou qu'il domine le combat plus, il reprend le combat. Maintenant, il prend la décision dans un combat où il se dit wow, j'ai jamais été touché autant, j'ai du mal à imposer mon rythme, j'ai du mal à respirer du fait que j'ai été touché au nez, comme tu l'as dit, je respire mal. Il me met un doigt dans l'œil, ça affecte ma vision, parce que potentiellement ça affecte sa vision, on va lui laisser de bons soupçons. Il se dit quoi? Il se dit déjà à 100% j'avais du mal, est-ce que maintenant à 95% ou 96% je peux y arriver? Et à mon avis, bah, comme tu l'as dit, on peut appeler ça une porte de sortie, on peut appeler ça la règle, parce que c'est la règle. Il saisit
et il se dit non, bah déjà moi, pour battre un Cyril Gane, j'ai besoin d'être à 100%, et clairement le doigt dans l'œil, il fait que je peux pas combattre à 96 ou 95%, et je prends, entre guillemets, je décide de ne pas poursuivre le combat. Maintenant, on peut critiquer Aspinal sur le côté guerrier. C'est-à-dire de dire, ouais, j'entends beaucoup de critiques qui disent, une fois John Jones, il a combattu comme si d'autres étaient ouverts dans tous les sens et ont voulu continuer, Nat Diaz continue. Mais les enjeux, c'est parfois pas les mêmes et la domination n'était pas forcément la même. Ce que je veux dire, c'est qu'Aspinal, clairement, à la vue du combat, si tu retires le côté business et tout, ok, bah si c'est juste un combat comme ça, un super fight, ouais, franchement, ça casse les couilles qu'ils reprennent pas. Maintenant, à la vue des enjeux qu'il y a pour lui, c'est le champion. Il peut perdre sa ceinture, il peut perdre de l'argent, il peut, entre guillemets, niquer sa legacy, etc. Bah, il fait le choix, en tout cas, le plus safe pour lui et il décide de partir. Maintenant, c'est critiquable, pas critiquable, voilà. Mais la réalité, c'est que je pense que quelque part le doigt dans l'œil a affecté quelque part sa vision. Maintenant, je dis pas que c'était de nature à empêcher qu'il reprenne le combat, loin de là. Et enfin, la dernière chose, le point positif pour Aspinal, c'est que pour la revanche, parce qu'il va y avoir une revanche, c'est sûr, entre guillemets, il a les codes maintenant pour tenter de s'adapter à Cyril Gann. C'est-à-dire que il était dans l'inconnu total et aujourd'hui, maintenant, il a des clés sur lesquelles il va pouvoir travailler pour aller affronter Cyril. Il a Cyril l'a surpris en se mettant dans une garde de gaucher. Bah, cette fois-ci, peut-être, il va se préparer un peu plus là-dessus. Ouais, voilà, il y aura moins de surprises pour Aspinal quand il va affronter Cyril Gann. Mais de l'autre côté, quand même, l'avantage plus pour Cyril, il a pris un ascendant psychologique clair. C'est-à-dire que quand Cyril revient affronter Aspinal, il y a un ascendant psychologique de ouf. Maintenant, selon moi, ce qui va faire la différence, c'est vraiment la date de programmation du combat retour. J'ai peur, ça c'est mon avis encore, j'ai peur que cette date intervienne trop tôt. C'est-à-dire, genre, on dit, ok, on l'a fait en janvier et qu'au final, on contraint quelque part Gann à refaire des sacrifices énormes pour aller combattre. Et que là, il vient de faire le camp de toute sa vie. Tu vois, il l'a dit, il n'a jamais fait un camp aussi dur. Et je ne suis pas sûr que, à la vue de la dureté du camp qu'il a fait, il soit en mesure de tout de suite remettre les efforts pour refaire un camp de cette nature. Voilà, c'est la seule Ouais. crainte que j'ai. C'est peut-être la seule chose, mais comme je le dis, cet arrêt du combat, autant ça offre un point positif à Aspinal parce qu'il sait sur quoi travailler, et autant ça donne un ascendant psychologique de ouf à Cyril Gann. Maintenant, le quid de savoir quand est-ce que ça va être reprogrammé. Ouais, mais moi, en fait, j'aimerais aussi revenir sur ce qui a été dit dans les conférences d'après-combat. Je sais que c'est Cyril, il est resté fidèle à lui-même, mais moi, je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, en fait, je ne demande pas de faire du trash talk, mais de parler avec des choses factuelles. Lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'il veut, tu vois, à chaud, ok, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Il dit quoi? Il dit en gros, je sais pas, je vais laisser mon équipe gérer. Il n'y a pas de souci. Mais il dit clairement que tu mérites ta revanche. Même Ouais, si la mais il y a catégorie. Non, mais Mika, on sait, ouais, mais. mais t'as l'émotion, t'as la déception, Eh, il a pleuré presque dans la cage, hein, Non, Gann. mais je l'entends, bien sûr. Mais tu vois, il s'est passé quand même un laps de temps entre. Là, je te parle pas de l'interview dans l'octogone. Je te parle dans Ouais, conférence ouais, de non, près d'après-combat. En fait, je sais pas, à ce moment-là, pour moi, profites-en, mais place-toi. Mais après, on va pas se mentir. Là, on a vu il y a eu Volkov Almeida. Almeida, il perd par split décision. Il y a déjà eu deux affrontements entre Volkov et Cyril. Cyril, il gagne 2-0. Il y a déjà eu un affrontement entre Volkov et Aspinal. On sait que, voilà, personne ne va lui passer devant. Mais profites-en. Et même psychologiquement, comme tu l'as dit, il y a eu un incident pour Cyril. On l'a vu. Moi, je t'avoue que j'aime pas prendre en considération le langage corporel parce qu'on sait très bien, tu peux avoir la pire des fight week, rater ton vol, te blesser, tu gagnes derrière, tu fais la meilleure performance de ta vie. Tu peux être dans la meilleure forme de ta vie, te sentir très très bien, tu sais, avoir de l'aura, t'arrives, tu fais une contre-performance. Donc moi, j'aime pas prendre le langage corporel en considération. Maintenant, tu l'as dit, dans le combat, ce qui s'est passé et tout, et même Aspinal, on le voit très émotif. Tu vois, il a un doigt dans l'œil, il a le micro de Cormier, il dit quoi? Pourquoi vous me huez? Tu vois, donc tu vois que ça l'atteint. J'ai pas l'impression qu'il a été préparé, moi, en fait, depuis tout ce temps, à ce haut niveau, aux critiques, etc. Donc en fait, je ne comprends pas
pourquoi Cyril ne joue pas là-dessus en disant, écoutez, il s'est mis un doigt dans l'œil, moi je me suis déjà en pris un face à Derry pour ça, il le dit. Je sais pas, vas-y, surenchéris, dis-le clairement que tu mérites, tu veux ta revanche, tu l'avais dans quelques mois, j'ai fait le camp de ma vie, vous avez très bien vu la manière dont, en gros, j'ai commencé. Tu vois, en fait, pour moi, vas-y, essaye de. Surtout parce que regarde, Mika, le combat, il avait pas de hype, on va dire, chez le grand public. C'était plutôt, on va dire, peut-être les puristes qui attendaient ce combat. Après, voilà, c'est aussi un Français, donc il y avait plein de Ouais, il y facteurs, a mais, un Français et un Anglais, donc du ah, coup, mais tous les Africains, tu les connais. tu vois. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage en fait que Cyril n'a pas su, on va dire, dire des mots un petit peu plus piquants envers Thomas Pinal. Surtout que Thomas Pinal, il n'a pas été très, très, on va dire, amical, hein. Il a dit que lui, pour 50 millions, il n'aurait jamais fait l'acteur, il n'aurait jamais fait quoi que ce soit, tu sais, voilà, pour comparer un petit peu lui et Cyril. Et je trouve que c'était vraiment le moment de dire ce genre de choses-là et de se positionner en mode, écoute, moi je suis chaud, je suis pas blessé, on n'est pas blessé, on peut y retourner tout de suite. Après, voilà, entre ce que lui il dit et ce qui va se passer, mais au moins le message il l'a envoyé. Parce que même Dana White, quand on lui pose la question, il dit qu'il a jamais, en gros, vu Cyril aussi bon, que, euh, que Aspinall a saigné, il ne voulait plus le combattre. Tu vois pas ce que je veux dire? Et je trouve vraiment dommage. Après, il reste fidèle à lui-même, et franchement, gros respect pour ça. Mais je trouve vraiment dommage que Cyril l'a pas su. Voilà, il a pas su, on va dire, profiter de cette fenêtre de tir pour envoyer quelques petites punchlines. Mais en tout cas, voilà, après, derrière, on a vu Thomas Pinal qui a sorti une vidéo. Alors attends, moi pour revenir sur ça quand même, Ouais. tu vois, je partage pas ça forcément parce que vraiment pour le coup, déjà il arrive, clairement, Dana White il dit direct qu'il y aura un rematch, tu vois, il laisse même pas de doute, il dit oui, il y aura un rematch. Et la deuxième chose, je te jure, faut se mettre à la place de Cyril quand même 2 secondes, à sa place, tu vois, il fait le Fight Week parfait, il donne de sa personne plus qu'il a jamais donné entre guillemets au public, c'est-à-dire qu'il accepte un peu de donner de ce qu'il a pu vivre dans son camp d'entraînement. Il ne l'a jamais fait auparavant. Il y a une déception terrible pour lui. Et il y avait même une rumeur, et toi, tu étais le premier à dire, et même j'entendais sur Jab Life, Herbinet qui disait, genre, c'était quelque chose qui était plausible dans votre langage, qui disait que ça se trouve, si Cyril gagnait, il posait ses gants, tu Mhm. vois. Et ça veut dire que lui, peut-être qu'on ne sait pas du tout hein, si ça c'est vrai ou pas. Je ne peux vraiment pas vous Mhm. dire si c'est fondé ou pas. Mais ça se trouve que lui, dans sa tête, il a préparé ça comme un dernier combat ou comme C'est vraiment le possible, ouais. combat de sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il a préparé ça comme le combat de sa vie. Il y a cette déception qui est là. Sincèrement, je peux comprendre que quand il arrive en conférence de presse, tu vois, il est en mode Nick. Tu vois, genre, il est vraiment en mode laissez-moi rentrer à Paris, kiffer ma famille et voilà, tu vois. Donc, sincèrement, sur ça, je peux le comprendre, sachant qu'il n'avait même pas besoin d'en faire beaucoup pour que le rematch se fasse. Ah non, mais forcément, et je te dis, hein, même en plus en termes, tu sais, quand tu vois la catégorie, comment elle est bouchée, c'est le même top 10, enfin le même top 5 depuis au moins 5 6 ans. Donc clairement, hein, même s'il y avait une défaite de Cyril ou d'Aspinal, pour moi, il y aurait eu un rematch. Après, voilà, là, il y a peut-être un petit storytelling qui pourrait mieux se faire. Voilà, mais c'est vrai que voilà, j'aurais voulu quand même qu'il profite de cette fenêtre de tir pour lancer quelques petites punchlines à Aspinal, qui s'est même trouvé un petit peu hautain, je trouve, hein. C'est à certains moments, tu vois, bien avant le combat. Mais voilà, en tout cas, Cyril, il envoie un gros message. Une belle performance, même si ça a duré que 4 minutes. Et forcément, après, en termes de. En fait, après, ça, c'est vraiment le ressenti de Cyril. Est-ce que vaut mieux peut-être enchaîner et essayer de se placer, par exemple, sur une carte de décembre? Ou est-ce que peut-être le premier trimestre 2026, tu vois, sachant qu'il y aura un changement, il y aura plus de pay-per-view. Tu sais, il y a le deal avec Paramount qui va s'actionner dès janvier 2026. Donc je me dis pourquoi pas en fait se reposer, peut-être repartir sur un camp, surtout qu'ils sont encore à chaud. Ils ont vu ce qui s'est passé dans le premier round. Tu sais, il y a le ressenti aussi des combattants, que ce soit pour Aspinall ou pour Cyril. Donc je me dis peut-être programmer une revanche le plus rapidement possible. Ça peut être bien aussi, tu vois, parce que si c'est un petit peu trop loin, Je je te jure, il sais y pas. a. Ouais, c'est toujours pareil. Tu vois, vraiment, il y a plein de suppositions. Moi, je sais que c'est quand même dur d'enchaîner 2 préparations coup sur coup. Ça, c'est archi dur. Et en vrai, tu vois, moi, je parle du côté de Gann, mais aussi du côté d'Aspinall, hein. Ça se trouve, ça lui a mis un coup au moral. Et là, tu vois ce que je veux dire,
autant Cyril, il y a des petits gars qui disent oui, il a mis les doigts dans les yeux et tout, mais tu vois, c'est pas très. Que tu veux dire à ça? Vas-y, raconte ce que tu veux, tu vois. Alors que tu étais le premier à supporter John Jones comme le numéro un de tous les temps, et quand c'est Cyril qui fait ça, en plus, pas de la même manière, même pas volontairement, genre, il est critiqué plus que tout, Mhm. faut arrêter. Et, Après, ouais. par contre, Aspinal, il prend cher hein, sur les réseaux, hein. Il prend cher Bah, de chez. tu sais, t'as eu Chelson qui a pris un peu la défense de Cyril. T'as Michael Bisping qui, lui, bah, il prend la défense de Thomas Pinal, mais lui, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment crédible? Tu vois, enfin, est-ce que c'est vraiment Après, tu as objectif? exactement, tu as Dimitri Johnson qui explique que, en tout cas, Gann, c'est la technique qu'il a fait, elle est entre guillemets parfaite. C'est juste que oui, dans le MMA, bah, malheureusement, ça peut Mhm. arriver. Donc, tu vois, de part et d'autre. Et moi, je pense même que, tu vois, un indicateur très clair, c'est qu'aujourd'hui, si on refait le combat Aspinal-Gann et qu'on regarde les cotes des paris sportifs, ben là, on n'aura plus jamais une cote de Gann à 3,60 ou à 3,50. Là, on va arriver sur un 2-2, tu vois. Genre, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, beaucoup vont voir le combat différemment parce que Gann nous a montré des très belles choses. Ouais. Vraiment. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, forcément, on est tous déçus et on attend. En tout cas, voilà, on reste connecté, on attend vraiment les nouvelles, en espérant, moi, avoir franchement une revanche quasiment immédiate. Pour moi, ça aurait pas trop de sens de l'éloigner. Mais quand je dis quasiment immédiate, je parle genre de allez, décembre, janvier. Franchement, je pense que ce serait bien. Est-ce Un que ça petit ne peu fera de pas repos, avant ils repartent en training camp. Sachant que ça, Cyril Gane, il a déjà enchaîné. Hein. Tu sais, quand il avait enchaîné Volkov, Jairzinho, Derrick Lewis, il avait fait ça en l'espace de 8 mois, je crois, Mika, tous ses combats et encore. Tu vois, donc voilà, il l'a déjà fait, il saura déjà le refaire. Surtout que là, il a acquis l'expérience entre-temps. Donc non, pour moi, il est très très bien entouré là en plus et tout. Donc pour moi, voilà, ce serait plus avantageux d'enchaîner un rematch. Et voilà, Tant mieux pour nous, hein, ça fera une deuxième soirée pour laquelle on va vibrer, parce que clairement, je te jure. c'est- Mika, on revient sur une actualité qui a fait pas mal de bruit semaine dernière, vu qu'il y a qu'il y a eu le combat entre Baki et Zebo. Et il y a quelques jours, Baki s'est exprimé sur son compte Snapchat. En gros, il y a un abonné qui lui a posé la question, tu veux revenir puis le prendre directement, t'en penses quoi de ton combat à froid maintenant? J'ai pas ouvert les guillemets, mais je ferme les guillemets. Et Baki qui répond, oui, on va le reprendre directement. Maintenant, à froid, j'avoue que j'ai sous-estimé mon adversaire. Il est venu pour faire le combat de sa vie et je n'aurais pas dû combattre avec une rupture des ligaments croisés. Cette surconfiance m'a coûté le combat, mais je ne regrette rien. C'était dans ma ville, la salle était déjà pleine et j'avais déjà une phase sans combat. Je voulais absolument le faire malgré tout. Cette défaite est une bonne leçon et je suis prêt à repartir d'en bas. J'aime cette situation, elle me plaît beaucoup et je me fais opérer ce mercredi et ensuite je reviens reprendre mon dû. Ensuite, il y a eu une info la sueur qui a dit que le combat était ciblé pour mai-juin. Donc, rupture des ligaments croisés, je vais vous mettre un message de François Maubert qui est kiné, préparateur physique et qui est aussi spécialisé dans les ruptures des ligaments croisés. Donc lui, il a donné son avis, donc vous l'aurez dans le podcast. Maintenant, Mika, est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que je viens de te lire? Sur la Bah non, non, surconfiance, sur le après, fait d'avoir combattu les ouais, blessés? c'est ce que j'expliquais un peu dans le podcast la dernière fois. C'est un peu ça que je disais. C'était bah, malheureusement quand tu combats blessé, ça traduit un peu de jouer avec sa carrière. C'est-à-dire que forcément, il y a une surconfiance tu arrives comme ça, tu dis ouais bah je suis à 80% de mes capacités. Potentiellement, je vais pas pouvoir faire 5 fois 5 mais c'est sûr que je vais le finir avant. Et c'est jouer avec sa carrière avec un coup de dé. Après, là où je pense que la différence, par contre, selon moi, hein, c'est pas forcément Baki qui fait le mauvais choix. Baki, il faut toujours se mettre dans la place du combattant. Un combattant, il est sûr et certain toute sa vie de gagner. Sinon, il combat pas. C'est-à-dire que si je reprends par exemple pour l'exemple, l'un des meilleurs derniers exemples que j'ai en tête, c'est Benoît Saint-Denis qui trash-talkait quand il y a eu le combat d'Oliveira contre, je crois, c'était Fiziev et qui disait qu'il était prêt à prendre un remplaçant. Voilà, il a fait son call-out. Derrière, il y a eu blessé. Et donc, grosso modo, on avait besoin d'un short notice. Et là-dessus, qui a pris le relais? Est-ce que Benoît Saint-Denis, il avait la volonté de le faire ce combat, mais qui lui a dit non, tu ne feras pas ce combat?
et ben en fait, c'est son coin. C'est-à-dire que Nicolas Hoth et Guillaume comment Pelletier, dire, non? Guillaume Pelletier ont dit non, tu ne feras pas ce combat. Mhm. On est en négociation, peut-être même qu'on avait signé déjà le combat contre Darius, on va rester sur ça. Tu vas pas aller prendre ce bourbier en short notice. Et grosso modo, c'est pour ça que c'est important d'avoir autour de soi des gens qui sont plus forts que le combattant. Mhm. Je m'ex- je m'explique bien là-dessus. Quand je dis plus fort, je parle pas en termes de physique ou de bagarre. Je parle en termes de capacité à dire non. Il faut savoir dire non à un athlète. C'est ce qu'on appelle le yes man. Et c'est un peu ce qu'on a recherché avec Benoît Saint-Denis. Et c'est un peu ce qui est bien avec Benoît Saint-Denis, c'est que Nicolas Hoth, c'est pas un yes man. Il est capable de dire à Benoît non. Guillaume Pelletier, en tant que manager, est capable de dire à Benoît non. Et ça, c'est des choses qui ont changé un peu du côté de Benoît et on voit que ça lui réussit. Alors, c'est le début, mais ça lui réussit. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a manqué du côté de Baki, c'est de calmer ses ardeurs en disant non, tu le feras pas. On sait que tu peux le faire, on sait que tu es fort, on sait que tu es capable de le faire, mais non, on ne veut pas jouer avec ta carrière. Et c'est là où c'est important d'avoir un coin solide, un coin compétent et un coin fort. J'accuse personne, mais il ne faut pas s'entourer de yes man. C'est tout ce que je dis. Ouais. Je jette encore une fois sur personne, je ne sais pas du tout qui gère autour de lui et tout. Et je dis juste que c'est le parfait exemple du pourquoi il faut avoir un coin plus fort que le combattant. Parce qu'un combattant, il prendra toujours les mauvaises décisions et il sera toujours, toujours, toujours sûr de lui et sûr d'être meilleur que sa blessure. Ça, Bah, c'est surtout que l'ADN. là, on parle d'une blessure quand même tu sais, assez grave, tu vois. C'est vrai que moi, avec le recul, je me dis, mais c'est vrai que voilà, ça n'a vraiment pas été le bon choix de combattre. Maintenant, après, on sait que Baki, tu sais, là, je mets vraiment la team de côté. On sait que Baki, il a son entourage de base, sa famille, son père, ses frères, etc., tu vois. Donc, on sait qu'il le dit même dans plusieurs interviews, lorsqu'il y a une décision, ils la prennent en famille. Et c'est même, en fait, il y a vraiment ce côté-là hiérarchique. Donc en gros que la décision elle va revenir au plus aîné. Maintenant, aujourd'hui, il est entouré de Nicolas Hoth, il est entouré de Clément Marcoux, il est entouré de son coach Edgy. Je sais pas, franchement, j'ai pas posé cette question. Et peut-être que j'aurais dû, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, c'est vrai que bah, on le sait, ça n'a pas été le bon choix. Même lui il le dit, qu'il a eu une surconfiance, qu'il a surestimé. Maintenant, voilà, moi j'ai envie d'exclure, en tout cas sur la partie combat, on l'a déjà fait la semaine dernière, mais j'exclus vraiment aussi le côté blessure parce que ça ne l'a pas empêché de faire 3 rounds de domination, tu vois. Mais Mais ouais. tu as vu les low kicks de Zebo quand même. Les low kicks Zebo, tu les prends plein pot sur le genou malade. Mon Ouais, gars, non, mais même ses middle, hein, déjà, ils font mal, hein, ils claquent, hein. Wissem, ah ouais, on mais l'a là, vu moi, je contre parle de low Wissem. kick parce que c'est son genou. T'en prends un ou deux. Pour ceux déjà qui ont juste les ménisques fissurés, vous savez à quel point c'est dur. Mais alors, quand vous avez un ligament distendu déjà, c'est violent. Mais alors, une rupture, votre genou, il est très fragilisé. Même si vous avez des quadrides malades et tout, votre genou, il est fragilisé. Et c'est ça qui est ouf, c'est que quand tu regardes le coin de Baki, il est compétent. Ouais. Hop, il est compétent. Marco, il est compétent. L'autre, Eddy, c'est un ancien qui connaît pas forcément le haut niveau, mais il est compétent. C'est un peu la touche, le coach de toujours. Donc, Ah, il celui qui a baigne, formé Baki, ouais. il a un lien avec Baki, voilà. Mais il y a une mauvaise décision malgré tout qui a été prise. Et c'est vrai que moi, je pense que autant Baki, là, il dit c'est de ma faute, mais je pense plus que c'est une faute collective. Moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est Ah une non, mais faute bien collective. sûr, hein, c'est comme la phrase on gagne ensemble, on perd ensemble. Là, on peut pas remettre la faute que sur Baki, c'est une faute collective, ça c'est indéniable, tu vois. Ça, c'est indéniable. Mais bon, en tout cas, écoute, et maintenant, voilà, ma question, est-ce que selon toi, euh, Jordan devrait accepter la revanche? Moi, si je suis à la place de Jordan, je ne prends pas la revanche. Je vais être très clair. Je pense que Jordan, il peut affronter encore un gars, histoire de, pourquoi pas, de faire augmenter sa hype. D'une part, pourquoi il irait. Attends, si on parle d'une opération du ligament, ça veut dire que clairement, Baki ne pourra pas revenir avant juin, juillet. Et ça, c'est à minima, hein. Minima, minima. Pourquoi Baki irait attendre jusque-là, sachant que déjà, il y a un UFC en France en septembre. Tout le monde a cette date maintenant en tête. À chaque Mhm. fois que tu es proche de signer à l'UFC, tu as Ouais. forcément cette date qui est comme un objectif de carrière. Donc, le gars, il est sur une victoire de ouf. Il vient de battre le plus prometteur des 77 kilos. Au-dessus, on a Abdul Abdouragimov qui, pour l'instant, est off.
On a Axel Sola qui s'est placé numéro 2, mais qui va évoluer chez les 70 bientôt. Et derrière, tu as Zebo qui est sur une seule défaite en carrière et qui a essuyé ça depuis longtemps et qui est maintenant champion incontesté du RS. Il a affronté les plus grosses têtes du RS, grosso modo. Et maintenant, il ne lui reste que des étrangers. C'est-à-dire qu'il a même plus de Français à nettoyer dans la catégorie. Pourquoi Mhm. veux-tu Pourquoi veux-tu qu'il offre une revanche? Ça veut dire maintenant, il faut être égoïste. Moi, je parle vraiment pas d'un point de vue spectateur, hein, je dis pas de ce que j'ai envie de voir. Je parle Après, du point de vue, ouais. je parle du point de vue Zebo. Bah, à la place de Zebo, je me dis, bah voilà, j'ai passé des étapes, j'ai prouvé ma valeur. Maintenant, je vais me confronter à meilleur et je fly vers l'étranger. Après, est-ce qu'il y a le choix? Parce qu'on sait que, en tout cas, ben moi, pour expérience, lorsque je suis devenu champion, t'as une clause qui s'active et que, en fait, tu dois défendre ta ceinture 3 fois. Ton C'est la titre clause 3 fois. FIFA. La clause FIFA. Oui, il y La a la clause- clause du FA, mais en attendant que la clause du FA elle s'active, t'as la clause du Voilà. champion. Maintenant, je sais pas s'il y a eu des changements entre-temps, etc. Ça veut dire que Moi, même sincèrement, financièrement, ils ont fait le plus gros score en termes d'audience sur Strasbourg, 8000 et quelques, ce qui n'a jamais été fait pour une organisation française. Donc il y aura aussi le côté business du RS qui vont pousser Baki vers une revanche. Enfin, ouais, Zebo vers une revanche. Donc est-ce que Zebo, il aura Zebo, vraiment son mot à dire? Je pense pas. voilà. Zebo, est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce qu'il va subir la décision du RS ou pas? Ça, je ne peux pas te le dire. Après, lui aussi, il est managé. Il est managé par le Management Factory. Après, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des intérêts communs maintenant entre le Oui, Management c'est Factory une seule et le entité RS. en gros, c'est RS MMA qui est Une derrière tout seule ça. entité. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est peut-être que le Management Factory, ils vont préférer se dire que Zebo, il va leur apporter plus d'argent en allant à l'UFC parce que potentiellement, il gagnera des plus grosses primes. Ils peuvent le voir comme ça aussi. Tu vois, Ouais, écoute, ouais, je si tu as sais. une vision ce que je veux dire, c'est que Baki, quoi qu'il arrive, quand il reviendra au RS, il fera des vues. Il va générer une hype. Non, bien sûr, même quand on va pas se mentir, on sait que les combats revanche, surtout avec ce storytelling-là, De ouf. je sais pas si t'as vu les chiffres, que Non, ce mais soit j'ai sur vu. TikTok, sur Instagram, mais c'est énorme. Écoute, le RS numéro 1 en France, et là, avec cet événement à Strasbourg, clairement, ils sont remontés de ouf. Ce que je veux dire, il y a pas quelqu'un en France qui regarde un peu le MMA de loin ou de proche qui n'a pas regardé ce combat. Mais tout le monde a regardé, tout le monde a regardé le combat. C'est-à-dire que le combat, il s'est passé le même soir que Manon Fiorot qui combattait la numéro 5 de la KT au numéro 4 de la KT. On parlait plus du combat Zebo-Baki que Manon Fiorot Mhm. qui recombattait contre l'une des top 5 mondiales. Donc, bien sûr, il y a même pas photo. Maintenant, comme je te dis, d'un point de vue vraiment, si je mets la casquette, je fais partie de la team Zebo. Je préfère me concentrer à l'international contre d'autres. Voilà, je fais ma vie. Et franchement, à la place, je serais archi fier de ce que j'ai accompli au RS et je me barre. Il Et est invaincu au RS. partir où? Bah, à l'UFC, il va aller à Ah, mais l'UFC. Je Mika, dis pas qu'il faut pour aller. non, mais Mais tu lui, sais, bah là, il est quoi? dans les petits papiers. Et, Franchement. enfin, qu'est-ce qui te veut dire ça? Non, mais bah, il est top 100 mondial. Il est numéro 3 En plus, français. on sait que c'est une catégorie qui est ultra bouchée, Mika, les welterweight, donc voilà, en tout cas, Pourquoi pas, même, ça se trouve, tu as raison, ça se trouve, je me fais des films et il va aller nulle part. Je dis pas, attention, hein, je dis pas non mais qu'il va regarde les dernières signatures, combattre. comment est-ce elles se sont fait? Soit en Et Champions peut-être League, qu'il. soit au Contender Series, et sachant que les Contender Series, c'est quasiment dans un an, tu vois? Je sais pas, moi, sincèrement, je me dis que, en tout cas, si aujourd'hui on me dit demain Zebo il a signé sur un remplacement, sur un truc, ça me choquerait pas. En tout cas, voilà, Sincèrement, l'info c'était de la sueur que Baki il vise une revanche pour et tu vois, mai-juin. ce que je veux dire, c'est que je vois pas pourquoi Zebo il attendrait mai-juin pour combattre. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Après, maintenant, entre-temps, il faut aussi garder, tu vois, ne pas prendre le risque. Et là, je parle Et vraiment même pour Baki, Arès, hein. est-ce que Baki, après une opération comme ça, il a envie de revenir direct Bah, contre Zebo? bah, c'est ce qui lui fait entendre. Et c'est vrai que j'ai été posé la question à François Maubert, qui est du sport, Lui, spécialisé dans c'est. les sports de combat, qui m'a dit que, je vais le faire écouter aux auditeurs, mais grosso modo, que après une opération, c'est au moins un an de rééducation. Donc, en gros, si on devait vraiment écouter en tout cas l'avis de François Maubert qui est spécialiste dans ce domaine. C'est genre, allez, janvier, février, mars 2027, le retour. Bon, après, Je ça vais peut faire se tenir. écouter en tout cas le message vocal qu'il m'a envoyé. Après, à vous de faire vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on se fait une rupture des ligaments croisés, il y a deux options. Soit on se fait opérer, soit on se fait pas opérer. Si on se fait pas opérer, c'est une possibilité si on a un tonus musculaire qui permet de maintenir la stabilité du genou et qu'il n'y a pas de blessures associées comme des ménisques ou d'autres ligaments.
À ce moment-là, l'opération n'est pas forcément obligatoire. Un bon renforcement musculaire et on peut revenir en 4 mois, 5 mois, 6 mois max. Et là, on est OK. En revanche, si on se fait opérer, là, c'est pas pareil. Ça veut dire que va y avoir une intervention chirurgicale qui va en général prélever un ischio-jambier ou prélever un autre muscle au niveau de la cuisse. Et ça, les conséquences ne sont pas les mêmes. Une fois qu'on se fait opérer, il faut compter en moyenne 1 an de rééducation. On sait, et toutes les études l'ont montré, les dernières études l'ont montré, que si on ne respecte pas ces 1 an de rééducation, si on reprend trop tôt, en fait on a un risque de rupture qui est très important, soit du genou au joint de Baki, c'est trop tôt, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça peut se faire, mais ça va dépendre déjà de beaucoup de paramètres. Ça va dépendre de la qualité du chirurgien, de la qualité de la cicatrisation de Baki, de la qualité de la rééducation. Donc après rééducation, je m'en fais pas trop, il va être suivi par Yann Wolf, qui est un ami. Normalement, ça devrait le faire sur Strasbourg dans les premiers temps. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. Mais pareil, ça implique qu'il n'y ait aucun problème dans le processus. Et tous ceux qui sont fait opérer des ligaments croisés savent que il y a toujours des petits pets, des petits problèmes, des genoux qui gonflent, des amplitudes qui se font pas. Voilà. On connaît le jeu de Baki. Bon, c'est un jeu qui est quand même essentiellement basé sur la lutte, même s'il a beaucoup amélioré sa boxe anglaise. Si son genou n'arrive pas à plier complètement, tout va être désorganisé. Donc retrouver la flexion complète, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 an et demi. Donc en gros, voilà pour moi en tout cas, une reprise en juin-mai avec une rupture en septembre et une opération en novembre. En gros, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ça peut vraiment mettre un terme, mettre un gros coup de canif à sa carrière. Dans quel sens? C'est-à-dire que si, admettons, il se fait opérer, il recombat mai-juin, le combat se passe bien et il refait un autre combat après, la charge d'entraînement étant importante, du coup il se répète le ligament ou celui d'après, il repart pour 1 an et à chaque fois qu'on se prend une opération dans le genou, c'est des années de vie de genou en moins, c'est du temps de rééducation qui est toujours de plus en plus long, c'est-à-dire que là après, si le genou il se refait opérer, c'est un genou qui sera de moins en moins stable, qui va accumuler de plus en plus de séquelles. Donc, je conseillerais pas. En gros résumé, je conseillerais pas. Non, concrètement, s'il se fait opérer en novembre, il termine sa rééducation et sa réathlétisation en novembre prochain. Préparation de combat, il faut compter en gros 2-3 mois. Donc ça fait novembre, décembre, janvier, février. Donc pour moi, il combat pas avant février 2027. Et encore une fois, tu vois, lui, il a son avis, Baki, il a ses volontés, voilà, il se sent en mesure de le faire. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir l'entourage, peut-être pour aussi calmer un peu ses ardeurs et de faire un petit combat, tu reviens après une blessure, tu recombats, tu gagnes, et ensuite tu vas rechercher de la performance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, écoute. Après, tu connais Il Mika, c'est tellement. Oui, non, Enfin, mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ça me paraît, franchement, la revanche entre Baki et Zebo me paraît loin. ouais. Tu vois, je pense que c'est pas un combat qu'on peut voir avant au moins 1 an. Ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai du mal à y croire. Ouais, après, c'est leur ambition, je pense, de combattre au mai juin. Après, il y a aussi la réalité. En tout cas, voilà, on lui souhaite un très très bon rétablissement, que l'opération se passe à merveille. Et après, aussi, entre-temps, on a eu beaucoup de réactions de Cédric Doumbé. Et c'est vrai que je me dis, bon, la question elle a été posée à Jordan. Est-ce qu'une revanche contre Doumbé serait intéressante? Il a dit que lorsqu'il a perdu contre Doumbé, ils ont demandé la revanche qui a été refusée du côté de Doumbé. Et beaucoup de maturité, il dit qu'aujourd'hui qu'il est passé à autre chose. Donc, moi, franchement, en tout cas, je pense que il y a un combat que j'aurais bien voulu voir. C'était Jordan contre Djokovic, c'est le Serbe. Mais Moi, lui, c'est là, ça que je te disais, moi. il a été cuté d'arrêt entre-temps.
Mais ouais. Lui, il était pas mauvais, hein, ou Très, Klinkhammer. ouais, très fort. Franchement, très résilient, Ça, très fort. c'est des Je gros crois qu'il est morceaux. 18-0 aujourd'hui, je crois. Mais en tout cas, je sais qu'il était quitté du RS entre-temps, donc arrête, peut-être qu'il va revenir je sais pas, mais je pense que businessment parlant, le RS aura, voilà, a tout intérêt à refaire une revanche entre Baki et Zebo. Maintenant, voilà, à voir comment tout ça va évoluer, l'opération, la rééducation, le retour, parce que c'est vrai que bah, mai-juin, c'est demain, hein. Donc à voir. Mika, après, il y a eu aussi l'officialisation, donc je vais mettre sous mes yeux, mais pour pas vous induire en erreur, mais en tout cas, c'est Nicolas Leblond qui fera enfin la ceinture du Cage Warriors et on espère que cette fois-ci c'est la bonne. C'est c'est acté pour le 6 décembre face au champion Ouais. en titre de la catégorie. On sait que Nicolas Leblond il a eu plusieurs mésaventures avec des pull-out, etc. Donc on espère vraiment que c'est la bonne cette fois-ci pour lui. Et c'est sûrement un combat, en tout cas, s'il gagne, qui ouvrira les portes, on l'espère, vers l'UFC. Il y a eu aussi enfin, il va y avoir aussi le retour de Virgil Hogan contre Shigemoto pour le 9 janvier à Nice. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Ça, Ouais, c'est c'est le combat numéro 2 parce qu'il s'était affronté à l'époque. Shigemoto, il n'avait pas fait le poids. À l'époque, ça avait fait un petit peu polémique. En tout cas, Fernand Lopez et le RS avait décidé d'annuler la ceinture. Et donc, du coup, c'est un combat qui s'était fait en 3 rounds de 5 minutes. Et donc là, bah, il y aura la revanche le 9 janvier à Nice. Et du coup, j'en profite aussi parce que, bah, vu que moi j'ai combattu il y a pas longtemps, dans les commentaires, on m'a dit que je n'ai pas parlé de ma défaite. Mais Je c'est tout sais même pas. simplement. Ouais. Ouais, vas-y. Parce que je l'ai vu ce commentaire aussi. Ouais, donc il y en a eu plusieurs et c'est juste que bah, je parle très rarement en fait de mes performances, de mes combats, mais très sincèrement, j'ai rien à dire, hein. Tu sais, quand tu perds, en fait, je viens de te dire, ferme-la et reviens plus fort. Donc, Ouais. sortir des excuses ou m'expliquer, bah, forcément, c'est de la déception. On va pas se mentir. Voilà, je vais essayer d'en tirer des leçons et surtout d'être plus actif et d'essayer de combattre tous les 4 mois. Voilà, maintenant, j'ai rien à dire, très sincèrement. Mais si vous avez des questions, en tout cas, mettez-les dans les commentaires et voilà, je répondrai en toute transparence. Et est-ce que tu avais quelque chose d'autre, Mika, à rajouter? Non, bah, l'actualité, elle va être franchement pas ouf, là, comment dirais-je. C'est mois, enfin, ces mois à venir, ça va revenir fort à partir de mi-novembre avec un BSD qui ouvre le bal. Et ensuite, bah, on a aussi énormément de Français qui seront engagés, notamment Fares à l'UFC également. On va avoir aussi au KSW au mois de décembre les retours de, comment dirais-je, Laïd Zerouni qui fera la ceinture contre Pawel Paola, qu'on a Romain De Bienne, je crois qu'il y a la Souil aussi qui va revenir. Donc voilà, on a aussi un gros Ares qui va revenir en décembre et on a le PFL avec Taylor Lapillus, Azael Adjouj qui va se passer au mois de décembre. On a le Cage Warrior avec Nicolas Leblond. Donc, franchement, on a un très gros mois de décembre. Après, franchement, à travers ça, à part l'UFC, il n'y a aucune carte qui me fait vibrer. C'est un peu mort le MMA français. Je crois qu'il y a un hexagone qui arrive mi-novembre, il me semble, ou début novembre. Je crois qu'on a le retour de Leto qui défendra sa ceinture au Brésilien. C'est C'est le Brésilien qui avait combattu contre Virgil Ogène qui avait perdu là. Non, mais tu sais, en fait, ce qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai regardé l'affiche et je me suis dit, mais attends, il me dit quelque chose. Et en fait, il ressemble à Jean Silva. Je sais pas si t'arrives à faire le rapprochement. Et il me dit, mais il me dit quelque chose. Je me dit, mais c'est pas possible. Genre, mais bon, en tout cas, tu vois, déçu de l'Hexagone qui propose une opposition pour Mathieu Leto. En plus, Mathieu Leto, il a un très bon niveau. Mais voilà, l'intérêt, en fait, de faire venir un Brésilien pour le titre, je comprends vraiment pas. Mathieu Leto, je crois que son dernier combat, c'était contre le Japonais, c'était il y a presque un an. Entre-temps, je sais pas, ils auront peut-être pu faire monter des middleweight, etc., tu vois, mais je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage, en fait, tu vois, c'est... Voilà. Et, Surtout que le ouais. Brésilien là, c'est le même Brésilien qui avait pris en short notice Virgil Ogène. Tu vois, c'était un short notice parce que l'adversaire de Ogène, en fait, il s'était blessé. Et du coup, ils avaient pris ce Brésilien. T'es Et sûr bah que c'est un vas-y. short notice? Ouais, je crois, hein, en tout cas, c'était pas lui initialement qui était prévu. Je vais vérifier sur Topologie. En tout cas, il me semble. Et, et c'est vrai que c'est un peu décevant, surtout que en Hongrie, quand ils étaient allés en Hongrie, l'Hexagone, ils avaient signé un Hongrois à 84 kilos qui est vraiment fort, tu vois, qui est vraiment, vraiment fort. Il s'appelle Norbert.
Novenji. C'était un ancien du Bellator et tout, il est trop fort. Ah, Et lui. quand à un moment donné, on avait posé la question à Leto, je sais plus c'est qui lui avait dit pourquoi pas l'affronter pour la ceinture. Il avait dit qu'il prendrait que des mecs qui avaient fait, entre guillemets, leur parcours à l'Hexagone, tu vois, et que lui, il n'était pas méritant dans le sens où il Bah, avait pas fait ouais. l'Hexagone. Et là, tu vois, le Brésilien, il sort de nulle part. Et Bah, tu on... sais que son dernier combat, c'était contre Sergi Logan, hein. Oui, donc il n'a pas combattu à l'Hexagone. Et alors que le gars dont je te parle, au moins, il a fait un combat à Non, l'Hexagone. mais c'est une Et dinguerie, Mika, quand même. Le mec, il a perdu pour un titre. le pire, c'est que le gars, c'est un Hongrois. Donc, tu vois, ça aurait été trop Hmm. bien Ouais, de ça avait du sens. En plus, c'est vrai qu'on en avait parlé. On disait que c'était un bon taper adversaire pour. Norbert Novejny, ouais, un truc comme ça. Et surtout que je pense que vraiment, Leto, il a le truc pour pouvoir le battre, ce gars-là. Donc, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que l'Hexagone, il nous propose pas ce qu'on veut voir. Et je sais pas dans quelle optique. Surtout que je pense que, comme je dis, Mathieu, je pense qu'il a le niveau pour aller battre ce mec-là. Et c'est un peu dommage. Ouais, mais c'est Parce vrai que que je me dis que. Ouais, excuse-moi. on a une Je carte qui je ne vais me faire fait pas gronder. vibrer. Non, mais Ouais, la carte ne fait pas vibrer, pour être c'est honnête. mais c'est vrai que je me dis, en fait, ben déjà, regarde, l'adversaire, il sort d'une défaite au Ares. Pour le titre, il a pas combattu pendant un an et il revient combattre pour un. En fait, même nous, Français, on n'a pas cette chance-là de. Moi, demain, j'aimerais bien qu'on me propose directement un titre, une chance au titre contre Brazil, tu vois. Mais non, enfin, je pense qu'il faut derrière recombattre, refaire des performances et être méritant. Et enfin, je pense que quand on veut s'inscrire comme la meilleure organisation, surtout en France et forcément après en Europe, etc., à un moment donné, c'est soit il faut faire éclore le roadster, et forcément, si on veut garder aussi les combattants, bah faut augmenter les primes, faut recruter. Et je pense qu'en France, même en Europe, on a et voilà, il y a un vivier hein, pour ramener pour ramener des middleweight ou même de chaque catégorie et les faire évoluer et vraiment faire des combats qui ont du sens. Et là, c'est vrai que voilà, c'est Ah ouais, je dommage, te mais dis, ouais. en France jusqu'au 15, au 15 novembre, là, que Benoît Saint-Denis combatte, ça va être un peu une période de. Pendant 2 semaines, là, on n'a rien à se mettre sous la dent. Et après, tout va revenir. Après Benoît Saint-Denis, bah, tout revient en décembre. En décembre, par contre, il y a vraiment un gros mois de décembre pour les athlètes français. Et ça va être cool. Mika, tu sais que j'ai failli oublier mon proci, donc on arrive en fin d'émission, on a abordé tous les sujets. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Et comme j'ai dit, si vous avez une question par rapport à mon combat, puisque vous me reprochez de ne pas en parler, posez-moi les questions et je vous y réponds. Je vous réponds. Le PFL, le prochain PFL, Mika, on est d'accord qu'il est à Lyon, il me semble. En tout cas, Non? le PFL Europe, ouais, il est le 13 décembre à Lyon. C'est là où il y aura Taylor qui va combattre, Dean Garnett, etc., etc. Ouais, il y a Ferreira aussi, celui qui va affronter Francis. Et il y a un combat, est-ce que je peux dire franco-français? Parce que c'est un Français contre un Belge qui aura lieu maintenant, Un combat francophone. un combat C'est qui? francophone. D'après mes sources, on a le vétéran UFC Kevin Jusset face à Patrick Abirora pour la carte du 13 décembre au PFL. En tout cas, si ça s'avère vrai, c'est un banger. Ouais. Et franchement, peut-être toutes les reproches qu'on a pu voir défiler sur Patrick, que c'était un gars des réseaux, moi j'apprécie vraiment sa carrière parce qu'il trouve vraiment l'équilibre entre l'adversité et la communication, le fait de monter crescendo dans les étapes. Et je pense que c'est un combat en tout cas qui se fera en welterweight, sachant que c'est pas sa catégorie, en tout cas physiquement, même si on voit qu'il est jeune et qu'il se développe, c'est des risques qu'il prend et j'apprécie. Donc Danny Roberts c'était solide. Après, pour être parfaitement honnête avec toi, j'ai eu vent de cette information. Mais voilà, bon, on m'a dit de pas en parler. j'espère que j'ai parlé avec tu sais comment on appelle ça là quand on dit il devrait tu vois j'ai oublié Supposant. T'as mis subjectif. ouais, entre guillemets, en tout cas, tu as dit que c'était pas sûr à 100%. Tu as Ok, laissé voilà en- parce que Moi, on m'en avait parlé, mais on m'a dit de pas en parler. Donc, j'en avais pas parlé. Maintenant que tu me le dis, franchement, bah, nique. moi on m'a Euh, pas dit moi on m'a pas dit de pas en parler hein. On sait que de toute manière c'est comme ça, c'est les croustilles, on était les premiers sur l'info, on reprend on reprend ça et puis quoi qu'il en soit c'est une info qui va ouais, sortir je pense que ce soit sur un média étranger ou autre. ça serait franchement un combat hyper hypant et c'est ouf parce que je vous sais, c'est fort. Et Abirora, il me cesse de m'impressionner, tu vois. Donc, franchement, combat archi intéressant, hâte de voir. Et vraiment,
vraiment, j'ai hâte. Et il y a un autre combat aussi, hein, on n'en parle pas assez. Et cette fois-ci, en plus, ça va faire plaisir à l'Hexagone parce que souvent, on leur tire dessus. Mais j'ai hâte qu'ils fassent ce combat. C'est Wally contre Chaumont. Moi, c'est un combat qui Je m'intéresse, sais hein. pas si c'est officiel, hein. Je sais qu'il y a eu le face-à-face, mais est-ce que c'est officiel? J'ai entendu, je vais pas dire de conneries, mais je sais pas si c'est officiel, Mika. Ah, en tout cas, si ce combat se fait, franchement, c'est un combat que je trouve hyper intéressant. Pour le Ouais. coup, je trouve hyper intéressant parce que c'est Chaumont, il est fort, hein. Il est Ouais, vraiment bon. Il a battu Bourama il y a pas longtemps, là. Non, même, il est puissant. Il est vraiment, c'est un adversaire puissant de fou. Donc, j'aurais hâte de voir ce combat. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve très vite pour un prochain hebdomadaire. Et on aura un casting, Mika, faudrait qu'on s'y mette. Mais voilà, on est bon, je crois. Et on a rajouté Mika, t'as pas encore la haute affaire? Oh, c'est bon. Ça y est. En tout cas, merci à tous. Passez une bonne semaine et salut à tous. Merci, Mika. Vas-y, ciao, ciao.